Vas-y, tu peux commencer, que la force soit avec toi. Merci. Bon bah du coup, deuxième partie pour les modèles de ZFC. Donc là on va voir l'outil par excellence pour créer des modèles de ZFC, qui est le forcing. Donc bon déjà on va devoir rajouter des trucs par rapport aux classes modèles parce que les classes modèles c'est sympa mais c'est pas top pour faire du forcing. Donc à la place on va se placer dans une nouvelle théorie. Donc déjà un truc dont j'avais parlé la dernière fois, donc le second théorème d'incomplétude, il fait que on peut pas avoir de modèle de ZFC interne, de la théorie à l'intérieur de notre univers d'ensemble. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir prouver là, c'est qu'en fait, on peut avoir un modèle dans notre univers ensembliste de toutes les formules de ZFC, mais du ZFC externe. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, d'abord, pour ça, il nous faut le théorème de compacité. Donc, le théorème de compacité, il dit que pour qu'une théorie soit cohérente, il suffit qu'elle soit cohérente juste pour ses morceaux finis. L'idée étant que si on arrive à montrer une contradiction à partir d'une théorie, en fait, la preuve étant un objet fini, on aura un certain nombre de mots maximum, et du coup, on aura un nombre limité d'axiomes, donc ce sera une partie finie qui engendrera la contradiction. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est créer une nouvelle théorie où on rajoute un certain symbole de constante qui va être m, et on va vouloir que m satisfasse ZFC, et on voudra en plus que m est dénombrable. Je vais pas préciser comment on s'assure que m est dénombrable, mais c'est des histoires de Lovenheit's-Column descendant. Donc le langage de ZFC+, ce sera pareil, mais on rajoute m, qui est une constante. Et pour la théorie ZFC+, c'est la même chose que ZFC, mais on rajoute tous les énoncés relativisés à m, quoi. Donc on vérifie que m va modéliser tous les énoncés. Et comme on a le théorème de réflexion dont j'avais parlé la dernière fois, on sait que pour qu'un truc soit vrai, il suffit qu'il soit vrai dans un certain V bêta pour un ordinal bêta. Sauf que ça fait que vu que, étant donné une certaine formule de ZFC, on sait qu'elle va être vraie, on sait aussi qu'elle sera vraie dans un certain V bêta avec le théorème de réflexion, et du coup, on pourra toujours prendre un V bêta qui satisfait une partie finie de ZFC. Donc avec le théorème de compacité, on peut en déduire que la, la cohérence de ZFC implique la cohérence de toutes les parties finies de ZFC+, donc la cohérence de ZFC+. Dans l'autre sens, c'est juste que ça c'est inclus dans ça, donc forcément. Du coup, on revient sur notre univers U. On a les ordinaux. On imagine qu'on a notre M qui est donc un modèle de ZFC. Et on va essayer de voir ce qui se passe en fait si on essaye de rajouter des éléments dans M. Donc pour ça, un truc important déjà, c'est de voir que si on prend un certain ensemble X qui est dans M, qu'on regarde toutes les parties de X, en fait, les parties au sens de U, ça va pas être le même ensemble que les parties au sens de M. Parce que il peut y avoir des ensembles qui sont des parties de X, mais qui sont pas dans M et qui quand même sont dans U. C'est un truc qui va arriver obligatoirement si jamais on décide d'avoir M qui est dénombrable et X qui est infini. Puisque du coup, l'ensemble des parties de X va être indénombrable au niveau de U, mais M c'est un ensemble dénombrable, donc forcément il y aura des éléments qui vont pas être dedans. Donc c'est ce qui nous mène à la volonté de créer un nouveau modèle qu'on va appeler M de G, qui va prendre un certain élément qui n'est pas dans M et le rajouter dans M.
Donc ce qu'on va vouloir, c'est ces propriétés-là. Donc on veut un modèle de ZFC forcément. On veut qu'il contienne M et on veut que G soit un objet de notre nouvel univers. Et en fait, on peut ajouter que les ordinaux dans M de G et dans M sont les mêmes. C'est, disons, une preuve que le truc est un peu régulier, quoi. Mais c'est pas vraiment important. Donc, bon, là, il va falloir faire des ensembles ordonnés. C'est des trucs combinatoires chiants, donc on va un peu rester en surface. Donc, on prend un ensemble ordonné. On va dire qu'un ensemble est dense si jamais, pour n'importe quel ensemble, pour n'importe quel élément de X, on peut trouver un élément qui est avant lui et qui est dans D. Donc déjà un truc important en forcing, on a un choix assez particulier qui est que être plus petit, ça signifie qu'on est meilleur en un sens. L'intuition pour ça, c'est par exemple si je dis que je prends une condition qui est une formule, la condition elle est d'autant plus forte que la formule elle est faible dans le sens elle va impliquer beaucoup de choses. Et de la même façon, si on prend par exemple des intervalles de R, un très petit intervalle, il va être plus précis qu'un grand intervalle au niveau d'un réel qu'on aura dedans. Donc c'est cette idée-là qu'on a dans la relation inférieure, qui est être plus précis en un sens. Donc c'est pour ça que on- un premier exemple, ça va être les fonctions partielles qui ont un domaine fini. C'est un exemple très très important pour le forcing. Et la relation, ça va être l'inclusion, mais à l'envers. Donc c'est-à-dire que être plus petit dans notre sens de forcing, ça va vouloir dire être une fonction en fait plus grande. Et donc si on prend cet ensemble-là, pour chaque élément du domaine, on peut créer un ensemble qui est l'ensemble des fonctions qui sont définies sur ce domaine. Et ça, en fait, ce sera toujours on pourra toujours s'y ramener, au sens où si on a f qui est défini de i dans j, si elle n'est pas définie en i, on peut prendre un élément de j et le rajouter. Et du coup, on aura une extension de f qui sera là-dedans. Donc c'est exactement ça. Si on a un f, on peut trouver un y, donc un f', on va dire, dans d de i, qui sera plus petit que f. Bon, il faut que j soit non vide, mais en général, c'est le cas, quoi. Donc sinon, on peut prendre le cas des intervalles de R, où on peut considérer à chaque fois le fait que x soit dans un intervalle. Non, que x ne soit pas dans un intervalle, je me disais bien que c'était bizarre. On peut toujours décider de rétrécir l'intervalle d'un côté ou de l'autre, de sorte à virer un élément donné. Mais pas à l'inclure, ça c'est con. Euh, du coup, à partir de maintenant, on va considérer aussi qu'on a un majorant, parce que ça rend les choses plus faciles. Et globalement, c'est pas très cher, quoi. On peut toujours imaginer qu'on rajoute un élément plus grand que tous les autres. Ensuite, donc, qu'est-ce que c'est un filtre? Ça, c'est assez important. Donc, un filtre, on peut le voir comme un truc topologique qui va être un ensemble de parties d'un ensemble. Là, ça va être un truc un peu plus général qui va être une partie d'un ensemble ordonné. Mais l'idée importante, ça va être du coup, donc, le max est toujours dans le filtre. Et si un élément est dans le filtre et qu'on a un... Non, je crois que je l'ai écrit à l'envers là. C'est si jamais on a un élément petit dans le filtre et qu'on prend un élément plus grand, alors l'élément est plus grand est dans le filtre. Donc c'est censé être dans l'autre sens. Et
si on a deux éléments qui sont dans le filtre, alors on peut trouver un certain élément qui sera en dessous des deux encore dans le filtre. Donc c'est une notion de compatibilité ici. On n'a pas forcément, enfin on n'est pas toujours dans des cas où la borne inf va exister, ni la borne sup. Du coup, c'est important de voir que ce truc-là, ça peut donner la borne inf dans certains cas, mais c'est plus général que ça, quoi. Donc maintenant, si on prend un ensemble de parties de X, on va dire que F, donc qu'un filtre F est dégénérique, si jamais il rencontre n'importe quelle partie qui est dans D et qui est dense. Donc par exemple, si on décide de prendre tous les DI pour I appartient grand I, ça c'est une certaine partie grand D. Être grand D générique avec ce D-là, ça va vouloir dire que dans notre filtre, on aura toujours une fonction, au moins, qui sera, qui sera définie sur un élément donné. Et un des théorèmes fondamentaux du forcing, c'est que si jamais D est un ensemble dénombrable, alors on peut trouver un F qui est dégénérique. C'est étonnamment faible en termes de puissance logique, parce qu'en fait, juste avec un choix dépendant, on peut le faire. Il suffit juste de prendre à chaque fois, donc on part d'un élément, on prend un élément du premier ensemble dense qui est en dessous, un autre élément en dessous, etc. Et la partie, le filtre générique, ça va être les éléments qui sont au-dessus d'un élément de la suite qu'on a construite. Je t'interromps juste, ça dépend pas de X du coup, c'est ça? De X. Non. Genre ça dépend juste de Ouais, la ouais. taille de... Bah, en Ok. fait, ça dépend de X dans le sens où si jamais tu veux que X. Enfin, si tu prends X qui est petit, forcément, tu auras cette condition-là vérifiée. Et en général, tu imagines que X est un truc énorme. Mais il se trouve que ici, justement, on veut que M soit dénombrable. Donc ça fait qu'à chaque fois, on pourra trouver un filtre dégénérique, quoi qu'il arrive, quand on prend quand on prend un ensemble dense, un ensemble de parties denses. Et en fait, le D ici, en vrai, ça va être exactement M lui-même. C'est-à-dire qu'on va prendre un ensemble ordonné dans M et on va considérer comme ensemble, en fait, l'ensemble de toutes les parties denses de notre ensemble, enfin de l'ensemble ordonné. Et ça, vu que M est dénombrable, ça va être un ensemble dénombrable. Mais forcément, du coup, je parle des parties denses qui seront à l'intérieur de M. On aura des parties denses à l'extérieur qui, pour le coup, seront beaucoup plus nombreuses. Mais M ne les connaît pas, donc on s'en fout un peu, quoi. Et du coup, donc, on a notre ensemble ordonné, on va appeler ça un ensemble de conditions de forcing ou juste de conditions. Donc on sait que M est dénombrable. On peut créer un certain G qui va être M générique. Et ce qu'on va vouloir du coup, c'est créer ce fameux M de G avec G un filtre générique. Donc quand même, on va prendre donc ce cas-là avec I et J qui valent respectivement oméga croix oméga 2 et 2. Donc le majorant, c'est juste l'ensemble vide, on peut toujours le raffiner en quelque chose. Et un truc important, c'est que dans cet exemple-là, donc ce qu'on a dit, c'est que bon, le vide appartiendra à notre filtre, ça c'est pas très important. Ça nous dit que si jamais on prend deux, si jamais on prend un, un ensemble, enfin une fonction, si jamais on l'a, juste je réfléchis parce que l'ordre est dans l'autre sens, du coup c'est toujours chiant d'être sûr de dire le bon truc. Oui, si on a une certaine fonction f, alors toutes les restrictions de f seront aussi dans le filtre.
Normalement, c'est ça. Et le plus important, en fait, c'est la condition de compatibilité pour ça. Ça nous dit que, enfin, pour ce cas-là, ça nous dit que si jamais je prends deux fonctions qui sont dans le filtre, alors il y aurait une fonction qui va être meilleure que les deux. C'est-à-dire en particulier que l'union des deux fonctions, donc la fonction définie sur le domaine union et qui coïncide avec les deux fonctions, elle existe. Donc ça, c'est un peu abstrait dit comme ça. L'important c'est de dire qu'en fait toutes les fonctions sont compatibles. C'est-à-dire que si je prends un certain élément i dans oméga croix oméga 2 et que je regarde l'image d'un élément de f par l'image de i par un élément de f, alors bon, ça peut ne pas être défini, mais si jamais c'est défini, ça peut avoir qu'une seule valeur. Parce que si jamais je prends deux fonctions données, elles doivent être compatibles. Et pour qu'elles soient compatibles, il faut qu'elles valent les mêmes valeurs au point qu'elles ont en commun. Et du coup, on peut créer l'union de f qui va être une certaine fonction. Donc, ce que je viens de dire, ça justifie le fait qu'on a une relation fonctionnelle. Et pour le coup, le domaine de G, une fois qu'on a pris l'union, c'est plus forcément un domaine fini. Et en fait, quand f est un filtre générique, au moins pour toutes les familles de ce type-là, bah, ce qu'on a, c'est que il y a toujours une fonction au moins qui va être définie en un point donné. Et donc, l'union de toutes les fonctions qui sont dans f va être une fonction totale. Donc, oui. Donc, si on imagine qu'on a notre modèle M de G, que je n'ai pas encore construit, on va obtenir une fonction de oméga dans oméga 2, de oméga croix oméga 2 dans 2. Ça, on peut le réécrire comme une certaine fonction de oméga 2 dans le power set de oméga. Évidemment, tout ça dans M. Et G, en fait, on peut montrer, enfin G' plutôt, on peut montrer que c'est injectif, parce que si jamais on prend, donc pour montrer que c'est injectif, on va regarder deux éléments différents de oméga 2 et montrer qu'ils sont envoyés sur des trucs différents. Et ça, pour le faire, en fait, il nous suffit de voir que quand on prend une approximation finie de G', donc on va avoir oméga 2 en alpha et en bêta, et un nombre fini seulement d'éléments de n, de oméga, qui seront décidés à ce alpha et bêta donné. Donc ça, formellement, on peut toujours prendre donc d de alpha bêta comme étant l'ensemble des fonctions qui, étant donné un certain, enfin qui en alpha et en bêta, vont trouver un n qui distingue les deux images. Et ça, donc c'est un ensemble dense parce que vu qu'on est ici que sur des domaines finis, on va toujours pouvoir trouver un endroit où c'est pas où f de alpha et f de bêta sont pas définis sur un certain n et rajouter 0 pour l'un, 1 pour l'autre. Du coup, ça nous donne un ensemble dense. Donc on sait que notre filtre générique, il va intersecter cet ensemble. Un truc important à voir, c'est que cet ensemble peut être défini dans M. Donc, il va bien être un ensemble intersecté par notre filtre générique qui est M générique. Donc, ça veut dire qu'on aura une certaine fonction qui va... Enfin, une certaine fonction de domaine fini qui va séparer les deux. Et donc, dans l'union, ils ne peuvent pas avoir la même valeur. Et en fait, avec ça, on vient de trouver une injection de oméga 2 dans P de oméga. Donc ça nous donne le fait que CH n'est pas vérifié. Donc quand on prend ZFC plus CH, donc la dernière fois j'ai montré que on pouvait supposer qu'on prend CH, ça n'introduit rien pas de contradiction.
Bah là, on prouve que en ayant CH, on va avoir une injection de oméga 2 dans P2 oméga, donc on va avoir aussi un nouveau modèle qui va vérifier non CH. Et donc Juste, attends, maintenant, un truc, ouais, excuse-moi. Il y a un truc que j'ai pas compris. Genre, c'est quoi le lien entre M et C? M et C, donc Genre, t'as dit M, c'est un ensemble de M. ouais, donc j'aurais dû le dessiner ici, mais donc là tu as M qui est le gros modèle, et enfin le gros modèle qui est un modèle ensembliste quand même. T'as C, ça va être un ensemble ordonné qui est dans M, mais donc tous les éléments de l'ensemble de conditions seront des éléments de M, mais par contre certaines parties de l'ensemble de conditions vont être hors de M. Et en Je particulier, dis, si tu prends un filtre générique, tu peux le rajouter en faisant cette construction. genre, tu veux dire, genre, quand tu dis C, il est dans M selon U. Bah, il n'y a pas. Enfin, juste M, c'est un certain ensemble, Oui. et C, c'est un élément de cet ensemble. Ok, d'accord. Mais, mais c'est aussi un modèle de ZFC. Et il y a des parties au sens de U des éléments de M qui sont pas des parties au sens de M des éléments de M. Ouais, mais là, enfin, oui, mais applique-le plutôt à C, quoi. Ok, oui, oui, mais genre, On a des des parties parties au qui sont sens de pas des U parties. de C qui sont pas des parties au sens de U de M, parce que c'est juste M ne les voit pas, ils n'existent pas pour M, tu vois. Ok. Et ce qui nous assure que C là peut être défini dans M, c'est que Que genre là le bah, oméga croix oméga 2, c'est genre le oméga de M ou le oméga. de M, là, c'est des définitions dans M. Ok. Du coup, c'est pour ça, le fait qu'on travaille dans M fait qu'on s'assure que les trucs sont legit, parce que bah, c'est juste ZFC comme on le fait d'habitude, tu vois. Ok, ok. Après, pour le coup, enfin, j'ai rajouté quand même des choses pour que ça soit plus gentillet, du genre M, il a les mêmes ordinaux que notre univers ensembliste. Du coup, en soi, ça fait qu'on s'intéresse pas trop à lequel des deux c'est, mais ça, c'est pas très important. C'est Euh, possible, genre M il est dénombrable. ouais. Alors, il y a un nombre non dénombrable. Oui, mais oui, c'est un peu particulier comme idée, c'est que M, dedans, en fait, ici, il va y avoir plein de trous. Donc, par exemple, il peut avoir le même oméga 2, mais par contre, il va pas connaître certains trucs qui sont dedans, tu vois. Mhm. Euh, tu vois. Donc, là, faut encore construire le modèle, et c'est la partie un peu chiante. L'idée, c'est que on va essayer de créer une sorte de nouveau monde qui va être une partie de M, qui va essayer de regarder non plus juste des éléments de M, mais des paires éléments et une certaine condition. Donc avec notre ensemble de conditions qui est fixé à l'avance. Donc ça va être l'ensemble N que je définis là. Donc bon, N0 c'est le vide, c'est pas très intéressant. N alpha plus 1, ces éléments, ça va être à chaque fois des ensembles où il y a un élément donc une condition et un élément qui était défini avant. Donc ce que ça donne à la fin, c'est à chaque fois des ensembles, entre guillemets, disons, où ça va être des paires, une condition et un ensemble, entre guillemets, où lui-même, ces éléments seront blablabla. Par exemple, si on prend juste. Donc, un, c'est le majorant de notre ensemble de conditions. On, on peut obtenir un truc de ce genre-là, quoi, où on a à chaque fois l'élément vide plus une condition, et ça, c'est un ensemble.
auquel on rajoute une condition, et tout ça c'est un ensemble. Et bref, c'est un peu lourd à noter. Ça permet de définir une nouvelle relation qui est appartenir P, qui est juste ce à quoi on s'attend, quoi, qui peut s'interpréter par P est une preuve, disons, que A appartient bien à B. Et ensuite, on peut définir l'appartenance pour G, qui va être, on a un certain P, là j'ai marqué dans C, c'est dans G, bien sûr, tel que A appartient à B, tel que ce P prouve que A appartient à B. Et donc M de G, ça va être l'effondrement de Mostovski de ça. Donc l'effondrement de Mostovski, l'idée c'est que on vient de définir une classe avec une certaine relation d'appartenance qui est bien fondée parce que on a l'axiome de fondation et vu la gueule de la relation, ça suffit à le montrer. Donc le lemme d'effondrement, il nous dit qu'avec une telle classe, on peut trouver exactement une classe qui va être isomorphe, mais pour laquelle, au lieu d'avoir appartenir G, on va avoir la réelle appartenance. Et ça va être notre nouveau modèle de ZFC, qui va du coup en fait donc être plus grand alors qu'on prend une partie de M qu'on aplatit. C'est assez contre-intuitif, mais c'est ce qui se passe. Et un truc important du coup, c'est de vérifier déjà qu'on a bien ce qu'on veut, c'est-à-dire que ce soit un surmodèle de M et que G y appartienne. Donc pour ça, on introduit ce qu'on appelle des noms. Donc un nom, ça va être en fait un élément de N. On va dire que X chapeau est un nom de X si jamais il est envoyé sur X. Donc ce que ça dit, c'est en gros, une fois qu'on a supprimé toutes les paires comme ça, ce truc-là, ça va juste être singleton 0, par exemple. Une fois qu'on vire les conditions. Donc un nom pour un ensemble, ça va être ce truc-là. C'est lui, c'est un nom de singleton 0. Donc on peut, pour chaque ensemble de M, définir directement ce nom par... on prend tous les éléments et on rajoute un 1. Et les éléments eux-mêmes, on va aussi prendre tous les éléments et en rajouter un 1. Et on fait ça, du coup c'est une récursion transfinie, mais c'est pas très compliqué à voir, quoi. Et ensuite, on peut aussi définir G lui-même en disant qu'en fait, ça va être les paires avec un élément P et son nom. Ça, en fait, c'est le truc vraiment beau, c'est que du coup, ça permet, ici, G, on va pouvoir en parler, mais pour autant, la définition ensembliste dans N, le nom de G, il ne fait pas intervenir G lui-même, quoi. C'est vraiment, on prend tous les trucs dans C. Et ça montre bien aussi que G, on veut vraiment qu'il soit... Enfin, le terme générique vient de là, on veut pas avoir un G spécifique, parce que la façon dont on en parle, c'est qu'on parle de G comme étant vraiment la partie la plus... la plus générique possible. Donc on va avoir un surmodèle de M qui contient G en tant qu'élément, et on peut vérifier que les ordinaux sont conservés. Et maintenant on veut montrer que notre modèle est bien un modèle de ZFC. Pour ça on va introduire le langage du forcing. Donc l'idée c'est que quand on a une certaine formule phi dans notre univers, qui va parler de notre univers U, on va vouloir créer une nouvelle formule qui va être, donc ça se lit P force phi de A1 à N, donc avec des paramètres. Et ce qu'on veut que ça exprime, c'est que peu importe le filtre générique qu'on prend, si jamais P est dans G, alors, donc peu importe le filtre générique qui contient P qu'on prend,
l'extension du modèle avec G va vérifier phi de A1 à N. Donc en fait, la façon dont il faut le voir, ça, c'est que ce qu'on dit, c'est pas quelque chose par rapport à. Enfin, on essaye de s'abstraire de G lui-même, et du coup, on essaye de regarder les choses plus localement avec un P donné. Et par exemple, ici, c'est ce qui se passe. On dit que un certain P, il va donc forcer la proposition qui est là à être vraie dans le modèle M de G. C'est-à-dire que M de G, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ce point localement nous montre que forcément on aura ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut définir ça, mais sans parler de U. C'est-à-dire que là, cette définition-là, déjà on a M de G satisfait, blablabla. Ça, forcément, on ne peut pas en parler dans M. On a un G qui est un M générique qui, bah, vu notre objectif, n'appartient pas à M, on espère bien. Et donc ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle définition de ça, qui soit pour le coup quelque chose définissable purement dans M, et qui permettra du coup de manipuler les choses super facilement. Et en fait, je le prouve pas là parce que bah, c'est quand même vachement technique, mais une fois qu'on a cette équivalence, on peut montrer que le schéma d'axiome d'extensionnalité il va être vérifié. Parce que le schéma d'axiome d'extensionnalité, non, de remplacement, pardon, ce schéma d'axiome-là, ce qu'il faut avoir, c'est une façon de gérer les formules au sein du modèle pour pouvoir le prouver. Et avec ça, en fait, ce que ça nous dit, c'est que pour gérer les formules au sein de M de G, il nous suffit de les regarder localement au sein de M. Et c'est vraiment le côté révolutionnaire du forcing. Donc la définition, elle est un peu chiante, mais en gros, c'est par induction sur phi. Et il y a des trucs importants à noter, en particulier pour montrer que P force X appartient à Y. On pourrait se dire au début que c'est juste X appartient indice P à Y. Mais en fait, le problème, c'est que si on fait ça, on n'a pas l'égalité qui est. Enfin, on, on est trop strict, quoi. Et on voudrait avoir quelque chose qui permet d'avoir les propriétés qu'on veut pour l'égalité. Donc on se retrouve à devoir dire qu'on a un certain Q qui est plus grand que P. Donc pour rappel, ça veut dire que Q est moins précis. Donc on a un certain Q qui témoigne que Z appartient à Y. Et P, lui, va prouver que Z est égal à X. Donc au lieu d'avoir X dans Y, on a Z dans Y et Z égale X. Et le truc, c'est que par contre, on peut pas prouver, enfin on peut pas forcer directement A égale B. On force plutôt la négation, parce qu'en fait, localement, dire que A n'est pas égal à B, c'est plutôt dire j'ai trouvé un élément qui est bon, plutôt X différent de Y. J'ai trouvé un élément qui est dans X et qui n'est pas dans Y, ou l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on définit plutôt ces deux relations. Évidemment, à cause de ça, donc on a besoin de définir à la fois le fait d'appartenir pour pouvoir, enfin de ne pas appartenir et donc d'appartenir pour pouvoir définir le fait d'être différent. Et pour définir le fait d'appartenir, on a besoin de définir le fait d'être égal. Ça, en fait, on peut le faire. Il faut faire une induction transfinie avec une gestion un peu subtile de quelle hauteur on prend pour faire l'induction. Mais ça se fait, quoi. Bon, l'existentiel et la conjonction, ça se passe bien. Par contre, pour la négation, bah, on a un souci qui est que c'est pas juste P ne force pas phi, c'est Q ne force pas phi pour n'importe quel truc qui va être plus précis que P.
Donc ça, c'est si vous avez déjà fait des modèles de cryptier, c'est pas révolutionnaire, mais c'est justement ça permet de voir que c'est un peu la même sémantique que la sémantique de cryptier. Un truc par contre qui est important, c'est que c'est à ce moment-là en fait qu'on se retrouve à devoir utiliser la généricité. C'est-à-dire que quand on a un filtre générique, ce qu'on sait, c'est qu'on pourra toujours forcer une formule qui sera représentée par un ensemble dense de conditions. Et il se trouve que phi ou non phi, si on regarde ce que ça donne, ça donne un ensemble qui est dense. Et donc, pour pouvoir obtenir la, la réalisation du tir exclu, on a besoin quand même du fait d'être générique. C'est pour ça qu'on a cette condition. Et donc, J'ai une question. ouais. Dans l'appartenance, l'égalité, c'est Q qui force Z égale Y ou Z n'appartient pas à Y ou pas? Euh, pardon. Donc ça, Ouais, dans le truc après, à côté, là, le P ça devrait être un Q ou pas? euh, non. C'est Ok, donc t'as un Q qui est potentiellement moins bien défini, qui permet de témoigner de l'appartenance à chaque fois. ok. Mais par contre, le fait de forcer, c'est P qui le fait. Genre, si tu regardes en termes de localité, ce qu'on te dit, c'est que au niveau de ZQ appartient à X, tu peux décider de prendre quelque chose qui est plus gros que. Enfin, qui est plus large que P, tu vois. Mais par contre, Mhm. au niveau du forcing, du fait de pas y appartenir, ce que tu vas vouloir, du coup, c'est tu fais une négation, donc tu vas avoir tout ce truc-là sur tous les trucs plus forts. Donc, il te faut forcer la négation du truc et pas juste être la négation. Du coup, si tu veux Ok, forcer, bah, vu que tu définis P force machin, c'est le même P que tu utilises, quoi. ok. Du coup, ça nous donne trois résultats fondamentaux du langage du forcing. C'est que euh, d'abord, on a le forcing, enfin, cette forcer un certain prédicat, ça implique que pour tout générique, le truc est vrai dans l'extension avec le générique qui contient P. Il y a ça, il y a le fait que P force phi est toujours définissable dans M. Et il y a la condition de cohérence qui est que si jamais j'arrive à forcer phi et que je prends une condition qui est meilleure que celle qui forçait phi, bah, je force encore phi. C'est pour ça qu'on met des quantifications à chaque fois de trucs plus faibles ou plus forts, suivant le moment. Et du coup, ça nous donne une très jolie méthode qui fait que si on prend un certain modèle de ZFC, on peut considérer qu'on prend un ensemble de conditions, on rajoute un C générique sur cet ensemble, et en fait, comme j'ai dit, on peut montrer que tous les trucs sont vrais dans M. Et du coup, à partir de là, on peut se rendre compte que il y a une façon d'écrire ça purement syntaxiquement avec le fait de forcer des formules sans parler de ZFC+, ou d'univers qui est plus grand, qui permet de. Donc, il y a une façon de faire ça qui évite totalement de parler de surensemble et qui fait qu'on peut imaginer vraiment qu'on fait ça purement sur un modèle quelconque qu'on a. Donc, c'est le forcing syntaxique. Mais par contre, du coup, avec ce qu'on a fait, la façon de justifier le fait qu'on puisse faire ça reste quand même le fait d'avoir un surunivers. Typiquement, c'est important d'imaginer ça si jamais on veut considérer qu'on a un C générique, parce que pour pouvoir dire ça, il nous faut quand même avoir le fait que les parties sont dénombrables, des trucs comme ça. Mais d'une autre façon,
si on peut toujours imaginer que notre modèle habituel, en fait, c'est un certain set modèle d'un plus gros univers pour lequel c'est un truc dénombrable, et faire ce genre de raisonnement, quoi. Un autre truc important, c'est le forcing faible, qui est en gros, donc là j'ai défini des trucs. En fait, si on décide de définir vraiment purement comme la sémantique de Kripke, je vais pas détailler, mais il y a quelques trucs qui varient. Si on décide de le définir purement comme la sémantique de Kripke, on a un truc qui est le forcing faible et qui a de meilleures propriétés, du genre si j'ai un. euh, attends. Oui, non, ça, oui, ça c'est pour définir l'implication. Par exemple, on dit que c'est vraiment le truc de Kripke habituel, et on définit pas la négation, on définit juste l'implication, bottom, des trucs comme ça, et on se retrouve avec une version intuitionniste, mais qui conserve cette jolie propriété qui est pas vraie avec le forcing habituel. J'aurais dû mettre des étoiles. C'est si jamais je force phi implique psi, et que je force phi, alors je force psi. La version classique, c'est si jamais je force phi implique psi et que je force phi, alors je peux trouver un Q qui sera plus petit que P qui forcera psi. Et une autre façon de le définir, c'est à partir du forcing lui-même de considérer la double négation. Et c'est le truc qui est important, c'est que donc j'ai parlé de l'hypothèse du continu, mais et c'est ça qui est beau, ça permet de faire énormément de preuves de résultats d'indépendance. Donc typiquement, ça permet de prouver que non AC n'introduit pas d'incohérence dans ZF. Pour ça, faut rajouter d'autres méthodes qui utilisent en gros des permutations pour créer des nouveaux modèles qui sont des modèles où on modifie juste la relation d'appartenance modulo une permutation en disant en gros j'échange mes ensembles par une certaine fonction, et appartenir dans ce nouveau modèle, c'est appartenir grâce à la fonction de permutation, quoi. Et bon, il y a aussi des méthodes de réalisabilité qui permettent de prouver ça, mais ce sera pour une autre fois. Et voilà, c'était le talk vite fait. Les questions? C'est vachement intéressant. Je crois que j'ai enfin compris comment ça marche, alors que genre c'est là je ne sais pas combienième fois que j'ai genre lu des trucs sur le. Bah, c'est pour ça, la n plus unième fois, tu finis par comprendre. Ouais, ouais, ouais. Les trucs de réalisabilité, c'est quoi juste? Genre, enfin, tu peux m'envoyer un lien, je sais pas si tu en parlais, mais genre, si tu peux m'envoyer un Bah, lien. t'as les articles de Krivine, de ZF Epsilon dessus. Mais en gros, Ok. en fait, c'est pas genre vraiment les modèles de réalisabilité à la Krivine de ZF, c'est la même idée quasiment. Donc c'est étonnamment facile à capter depuis le forcing. En gros, à la place d'avoir un ensemble ordonné, tu as des programmes qui forcent les choses. Et en vrai, j'ai envie de dire c'est tout, quoi. Parce qu'après, la façon dont tu définis l'appartenance, par exemple, tu vois, là, je t'ai dit que l'appartenance, enfin, le fait de forcer l'appartenance, c'est le fait d'avoir un certain couple dans le modèle, dans ce truc-là, d'avoir un certain couple qui appartient au truc, plus une preuve d'égalité. Bah, c'est exactement ça que tu as aussi dans la version réalisabilité, mais juste P et Q, c'est des programmes à la place. Et voilà, c'est que des trucs comme ça. En fait, il introduit ZF Epsilon, qui est une théorie dans laquelle, à la place d'avoir juste une appartenance, tu as une appartenance extensionnelle et une appartenance stricte. Et en gros, si on regarde là avec le forcing, l'appartenance stricte, c'est appartient G. Donc c'est vraiment t'as un certain couple XQ appartient à Y,
avec, avec Q dans G. Et l'appartenance extensionnelle, c'est ce truc-là de tu as une preuve que les trucs sont égaux plus l'appartenance stricte. Ah. Ok, ça me dit quelque chose. Genre, je crois que j'ai déjà lu cette histoire de ZS et Epsilon. Mhm. Et enfin, tu sais le truc là de le lemme dont je me souviens plus le nom là pour genre tout collapse en l'appartenance. Ouais, de Mostovski. Mostovski, le but c'est genre juste disons d'avoir un modèle transitif en gros, enfin genre où genre l'appartenance c'est bien la vraie appartenance. Ouais, mais aussi parce que le problème, c'est que quand tu crées N, en fait, tu as énormément de doublons. C'est-à-dire que tu as des trucs qui. Tu as par exemple X. Enfin, dans un certain ensemble X, grand X, tu peux avoir XP et XQ qui appartiennent. Et ça, tu le veux pas. Enfin, tu le veux pas. Tu veux pas avoir deux éléments différents qui sont tous les deux X, tu vois. Et ça, l'effondrement, il te permet justement de virer tous ces trucs-là. Par exemple, là, je t'ai dit que t'avais une façon de donner des noms pour tous les ensembles de M. Mais si tu veux, si jamais tu sais que j'ai un certain élément P dedans, tu peux créer les mêmes noms où tu remplaces un par P. Et ça te crée un nouveau truc qui est entièrement différent en termes extensionnels, mais quand tu veux que le collapse, il rende les deux égaux, quoi. Ok, Il y a d'autres gens qui ont des questions? Il y a Alex qui écrit. Ah, ah oui. Ouf, de toute façon, au pire, je t'expliquerai tranquillement, mais bon. De toute façon, j'ai encore les slides sous la main. Bon, je vais arrêter l'enregistrement.